En quoi l'éducation aux droits de l'enfant contribue-t-elle donc à renforcer l'égalité des chances à l'école? Donc le lien entre l'éducation pour les droits de l'enfant et la réduction des inégalités peut sembler assez évident pour certaines personnes, mais en théorie et dans la pratique aussi d'ailleurs, c'est pas aussi simple à établir. Donc lorsqu'on parle d'égalité des chances à l'école, de quoi parle-t-on? Donc il y a une définition, ou plutôt il y a un concept donné dans le Pacte pour un enseignement d'excellence. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'avis numéro 3 à la page 22, et il est écrit: l'égalité constitue un enjeu majeur pour l'école dans la perspective où l'enseignement doit être un vecteur d'émancipation sociale, de préparation à la vie en société, de justice et de transformation sociale. Donc l'enseignement et l'éducation au sens large doivent s'assurer que chaque enfant puisse avoir des chances, des opportunités égales de réussir dans la vie, peu importe son sexe, sa situation socio-économique, sa condition physique ou encore ses origines culturelles ou ethniques. Et donc, en ayant des chances égales, finalement, les enfants pourront tirer le meilleur parti de leur talent et développer leur plein potentiel. Malheureusement, dans le contexte éducatif belge, on se rend bien compte que les disparités entre les élèves sont très marquées. D'ailleurs, dans un des derniers rapports Innocenti d'UNICEF, donc c'est le Report Card 15, pour ceux qui sont intéressés, j'ai mis ici la source dans le slide, il est indiqué que parmi les pays les plus riches, la Belgique est classée 28e sur 41 pays par rapport aux inégalités scolaires à travers les 3 stades scolaires, donc maternelle, primaire et secondaire. Ceci parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser en se disant oui, les inégalités se stabilisent ou dans le meilleur des cas diminuent, non. En Belgique, ces inégalités s'accentuent au fil du parcours scolaire. Mais ce constat n'est pas nouveau, comme nous l'ont fait d'ailleurs remarquer plusieurs interventions jeudi passé. Donc ici, vraiment sur cette slide, vous voyez le tableau tout en haut à droite. Il est tout petit, mais vraiment, si vous êtes intéressé de revoir cette analyse, donc vous pouvez retrouver ça dans la source que je vous ai mis. Et ici, donc, vous avez un tableau qui zoome un peu plus en vous montrant la position de la Belgique, qui est à la 28e. Et donc voilà, il y a plusieurs critères, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en place pour pouvoir déterminer la position de chacun des États dans ce classement. Voilà. Alors, slide suivante. Si tu veux bien. Voilà. Donc, le problème, lorsqu'on parle d'inégalité, en fait, c'est que ça suppose qu'on puisse rétablir l'égalité des chances, par exemple. Cependant, dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, en fait, on se rend compte que même si on offre les mêmes opportunités à tous les enfants, on remarque que ceux qui sont nés donc, dans des familles dites privilégiées auront toujours un avantage sur les autres. Et donc, en fait, cet avantage, c'est un facteur sur lequel les enfants n'ont aucun contrôle. Ça peut être, par exemple, 2 parents qui travaillent, 2 parents qui maîtrisent les langues nationales ici en Belgique et qui peuvent aider leurs enfants, d'autres parents qui ont fait des études et qui peuvent donc aider leurs enfants dans leurs devoirs. Donc aujourd'hui, si on choisit de parler de justice sociale dans ce contexte, c'est parce que derrière cette théorie de justice sociale, on trouve qu'il est important d'insister sur la responsabilité collective, tant du côté des personnes dites privilégiées que du côté des non privilégiés ou des personnes dites défavorisées. Donc d'une part, on a les privilégiés qui doivent prendre conscience des avantages dont ils disposent par rapport à d'autres, et d'autre part, on a les non privilégiés qui doivent prendre connaissance de leurs droits et de l'importance de les revendiquer. Et donc ensemble, dans ces 2 points de vue, on doit vraiment tous repérer et dénoncer les discriminations existantes. Donc ensemble, on doit travailler pour créer des nouvelles opportunités qui vont permettre à chacun d'agir sur son éducation et sa vie en général. Donc l'éducation, elle peut jouer un rôle déterminant sur la capacité des enfants à agir et à créer ces nouvelles opportunités, pour que chaque enfant puisse au final se saisir des opportunités qui lui sont données, mais aussi en créer d'autres, pour s'émanciper eux-mêmes ou pour aider finalement d'autres enfants, pour aider les autres à s'émanciper. Et donc c'est pour ça que dans cette perspective, il est fondamental d'assurer une éducation de qualité. C'est pourquoi d'ailleurs, et c'est pour bondir un petit peu maintenant à ce qui a été dit la semaine passée, il y avait quelqu'un qui posait cette question, l'éducation, c'est dans quel objectif de développement durable? C'est un peu partout. Et c'est d'ailleurs aussi pourquoi l'éducation de qualité, c'est un des objectifs de développement durable. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'ODD 4. Donc, dans une approche éducative fondée sur les droits de l'enfant, cette éducation de qualité, elle va se déployer sur 4 dimensions. Le droit d'être, c'est-à-dire pouvoir permettre à l'enfant de devenir une personne. Le droit de savoir, c'est-à-dire de s'approprier les savoirs.
le droit de faire, c'est-à-dire de devenir une personne qualifiée, et enfin le droit de participer et de vivre ensemble, donc de devenir intégré socialement. Donc ces 4 dimensions, elles peuvent être travaillées dès le plus jeune âge, et c'est d'ailleurs essentiel pour les enfants de travailler, de ne pas attendre plus tard. Dès le plus jeune âge, ces dimensions doivent être donc travaillées pour que chaque enfant puisse devenir finalement cette personne qualifiée et socialement intégrée dès leur plus jeune âge. Et donc pas se dire, oui, mais ce sont des citoyens de demain, comme on l'a vu lors de la première session. Les enfants sont aussi des citoyens d'aujourd'hui, dont il est important donc de revaloriser ces 4 dimensions. Et ici, si vous voyez dans ce petit tableau, il y a aussi cet objectif que les enfants, derrière ces 4 dimensions pour se réaliser, que les enfants, l'objectif c'est qu'ils puissent se réaliser et participer à une société plus juste. Dans la réalisation de soi, c'est vraiment revenir sur cette importance que les enfants puissent tirer le meilleur parti de leur potentiel et de se développer du mieux que possible. Voilà. Donc, formulé autrement, tout ce que je viens un peu dire, c'est qu'un enseignement de qualité visant à plus de justice sociale de manière générale, ça va garantir des apprentissages qui vont dans le sens d'une attention je, tu, nous, dont on a parlé jeudi dernier. C'est-à-dire une attention à la façon du je. Donc, encore une fois, ça peut être l'enfant qui se dit « Ok, j'utilise mes droits, j'exerce mes droits pour m'épanouir dans les 4 dimensions dont je viens de vous parler, mais aussi une attention à l'autre, c'est-à-dire aux opportunités dont l'autre dispose pour s'épanouir. Et donc, il y a des enfants finalement aussi qui se rendent compte des privilèges qu'ils ont et que d'autres n'ont peut-être pas. Et donc, l'objectif ici, c'est pas seulement de compenser les manques ou les chances que tout le monde n'a pas, mais c'est aussi de pouvoir questionner ses propres privilèges. Et ça se reflète aussi au niveau des parents qui sont aussi impliqués, des enfants qui peuvent aussi se questionner sur leurs propres privilèges. Et donc, en prenant conscience de ces privilèges, on prend aussi conscience de la responsabilité collective d'essayer de créer des opportunités pour partager ces privilèges. Et donc là, on est vraiment dans la sphère du nous. Alors, une approche éducative des droits de l'enfant, elle ne repose pas seulement sur l'élève ou l'enseignant, comme on pourrait le croire. C'est beaucoup plus loin car ça repose sur un environnement éducatif dans lequel se développe l'enfant. Et donc, on va parler ici d'environnement capacitant, c'est-à-dire un environnement qui va permettre aux enfants de développer leur savoir-faire, compétences et d'avoir accès à des nouvelles opportunités et d'encourager leur autonomie. Donc, c'est un environnement qui doit aussi pouvoir favoriser l'intégration, l'inclusion des élèves tout en prévenant donc l'exclusion, la discrimination et le décrochage scolaire. Tout cela, d'ailleurs, se trouve dans une culture des droits de l'enfant dont on ne cesse de parler d'ailleurs dans cette conférence, mais dont c'est super important de voir à quel point cette culture des droits de l'enfant, elle est partout. Une culture, donc, du coup, qui est fondée sur le développement et la reconnaissance des compétences individuelles, mais aussi collectives, et ainsi que le développement et finalement le partage des savoirs. Souvenez-vous d'ailleurs la semaine passée, lorsqu'on a parlé de la catégorisation des droits de l'enfant en 3P, donc les droits de protection, les droits de prestation, les droits de participation. Mais en fait, ce sont aussi 3 piliers qu'on retrouve dans un environnement capacitant qui permet plus de justice sociale. Donc, qui permet de réduire les inégalités à travers notamment l'aspect de participation des enfants. Donc, pour bondir aussi sur ce que disait Marie-Claire il y a quelques instants, mais aussi sur cette facette de développement de leurs compétences. Ici, donc, on est vraiment dans les droits de prestation et de leur inclusion sans discrimination, où là, on voit vraiment un peu cette dynamique de protection des enfants. Donc, je conclurai en vous disant que, oui, certes, la participation des enfants et l'enseignement des droits de l'enfant à l'école, c'est indispensable pour réduire les inégalités. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, et d'ailleurs surtout, que les différents acteurs de l'éducation, donc tous ceux qui sont impliqués au niveau de l'éducation, s'engagent dans une réflexion sur les questions d'inégalité au sein même des écoles, du contexte éducatif ici en Belgique et particulièrement ici plutôt dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, et sur les fondements et l'utilité d'une approche éducative droit de l'enfant. Parce que c'est aussi principalement la responsabilité des États et des institutions compétentes en matière d'éducation de veiller à fournir des conditions nécessaires pour mettre en pratique cette approche droit de l'enfant qui va donc veiller à procurer à tous les enfants les mêmes opportunités et ce d'ailleurs en développement. Donc vraiment, tels des balises, des objectifs à atteindre pour tous les enfants en termes de savoir-faire, savoir-être et vivre ensemble. Donc ceci d'ailleurs
Et c'est vraiment sur cette phrase que je conclurai, ceci est vraiment d'autant plus important que le dernier rapport Innocenti sur la pauvreté des enfants en Belgique, récemment apparu et que vous pouvez retrouver sur le site d'UNICEF Belgique, indique que suite à la crise sanitaire actuelle, les inégalités scolaires risquent, et je dirais plutôt, il y a vraiment ce constat que ça va s'empirer les années à venir. Donc voilà, pour ceux et celles qui seraient intéressés vraiment par cette mise en œuvre d'une approche éducation droit de l'enfant pour réduire les inégalités scolaires, sachez donc qu'il y aura un groupe de discussion à ce sujet. Donc c'est le groupe de discussion 2 où vous sera présenté notamment un projet qui s'intitule donc la recherche-action, enfin un projet plutôt autour d'une recherche-action qui a été mené donc dans 2 écoles primaires, une francophone, une néerlandophone et 2 hautes écoles pédagogiques en Belgique. Donc c'est vraiment un projet de collaboration, donc 4 écoles et un suivi par l'équipe éducative d'UNICEF Belgique et 2 chercheuses universitaires, une de Mons et l'autre de l'Université de Leuven, donc de la Catholic Universität Leuven. Et donc ce sera vraiment l'occasion de vous donner un exemple, un projet concret sur toutes ces questions et ce sera aussi l'occasion peut-être de creuser si vous avez des questions là-dessus. Et d'ailleurs, ce projet vous sera présenté par Émilie Carossin, donc, qui est docteure en sciences psychologiques et de l'éducation et chercheuse à l'Institut d'administration scolaire de l'Université de Mons et qui était elle-même au cœur de ce projet, qui nous a donc accompagnés tout le long de ce projet.